Si vous êtes un consommateur assidu de ces vidéos de mystères, de cas qui n'ont jamais eu de résolution, de cas paranormaux et autres, vous connaissez sûrement la vidéo et le cas dont je vais parler aujourd'hui, qui est le pas de Dyatlov, n'est-ce pas? C'est très populaire. Vous tapez sur YouTube « Le pas de Dyatlov », il y a environ 200 vidéos. C'est pourquoi j'ai longtemps évité ce sujet. Je ne voulais pas le faire parce qu'il était trop épuisé, on pourrait dire. Mais il y a quelques jours, le gouvernement russe a fait une déclaration officielle et a dit qu'il avait la résolution du cas, a dit qu'ils avaient étudié le terrain, ont fait une reconstitution des faits et pouvaient expliquer aux gens ce qui s'était passé. Donc aujourd'hui, je vais vous dire quelle est l'explication officielle de ce qui s'est passé au pas de Dyatlov. Et si vous ne connaissez pas le cas, c'est encore mieux, parce que je vais le raconter en entier. Je vais donner tous les détails. Donc vous allez découvrir ce qui s'est passé sur cette montagne en Russie à la fin des années 50. Mais avant de commencer, je veux vous dire que sur cette chaîne, nous avons le programme de vos 10 secondes, où différents youtubeurs, influenceurs, musiciens, entrepreneurs peuvent promouvoir ce qu'ils font pendant 10 secondes dans ces vidéos. Donc, vos 10 secondes d'aujourd'hui sont pour Toufi Piri Artwork. Cet Instagram est celui d'une fille nommée NLV qui utilise le compte pour montrer ses dessins numériques et traditionnels réalisés sur différentes surfaces et avec diverses techniques. Je laisse son compte dans la description pour que vous puissiez voir les œuvres qu'elle réalise. N'oubliez pas que vous pouvez voir cette vidéo et d'autres sans censure, sans publicité et 24 heures avant les autres en cliquant sur le bouton qui dit rejoindre ici en dessous dans la description, en choisissant la catégorie numéro 2 Maître Obscur et vous allez rejoindre le clan Mephisto maintenant oui, sans plus tarder. Commençons avec le cas d'aujourd'hui. L'histoire du passage d'Atlop a commencé le 23 janvier 1959. Ce jour-là, un groupe de 10 personnes, 8 hommes et 2 femmes, tous professionnels en escalade de montagne, professionnels en survie en terrain hostile, en terrain agressif, se sont réunis dans la ville d'Ekaterinbourg. Cette ville est située au centre de la Russie. L'idée était de se réunir pour faire une traversée ensemble en skiant, en escaladant et en campant dans les montagnes de l'Oural. Les montagnes de l'Oural sont une longue chaîne de montagnes qui n'est pas très haute comparée à d'autres chaînes de montagnes et qui est censée séparer symboliquement l'Europe de l'Asie. Elle n'apparaît pas sur les cartes comme une limite acceptée par tous les pays, mais d'un côté il y a une culture, de l'autre il y en a une autre, donc beaucoup de gens la considèrent comme une séparation, comme une division symbolique des continents. Les membres de ce groupe d'explorateurs étaient Igor Dyatlov, le leader du groupe. Il était un étudiant en ingénierie radio de 23 ans. Sinaïda Komolgorova, étudiante en ingénierie radio également âgée de 22 ans. Lyudmila Dubinina, l'étudiante en économie industrielle de la construction de 20 ans. Alexander Kolebatov, étudiante en physique nucléaire de 24 ans. Rustem Slobodin, diplômé en ingénierie mécanique de 23 ans. Yuri Krivosnichenko, étudiant en ingénierie de la construction et hydraulique de 23 ans. Yuri Doroshenko, étudiant en ingénierie radio de 21 ans. Nikolai Tiberox Briknoles, diplômé en ingénierie de la construction civile, 23 ans. Il était l'arrière-petit-fils d'un ingénieur français qui s'est installé dans les montagnes de l'Oural en 1880. Alexander Semyon Solotaryov, étudiant en ingénierie militaire, guide et instructeur de trekking de 38 ans. Il était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et le dernier était Yudit Iyudin, âgé de 21 ans, qui n'a pas participé à l'exploration. Vous allez bientôt découvrir pourquoi il a dû rester dans un village et comment cela a changé sa vie. Il était prévu qu'un autre étudiant, nommé Nikolai Popov, rejoigne également le groupe, mais au dernier moment, il a renoncé à l'excursion et ils ont décidé de continuer sans lui. La plupart d'entre eux étaient des étudiants ou avaient déjà obtenu leur diplôme de l'Université polytechnique des Monts Oural. En plus de la pratique du ski, de l'exploration, du camping,
Le but ultime de cette exploration était d'atteindre le sommet d'une montagne appelée Gora Otorten, une montagne que l'on sait maintenant avoir 1234 mètres de haut, mais sur les cartes de l'année 1950, les cartes utilisées par ces explorateurs, il était indiqué qu'elle avait 1182 mètres. Malgré l'expérience que tous avaient dans ce type d'excursion et qu'ils connaissaient tous les risques qu'ils couraient, l'itinéraire qu'ils avaient choisi était un itinéraire de catégorie 3, qui est le plus dangereux pour tous les types d'explorateurs qui souhaitent s'aventurer dans ces montagnes. Le 25 janvier 1959, le groupe est arrivé en train à Ivedel, qui est une petite ville proche de l'endroit où ils devaient commencer l'excursion. De là, un camionneur s'est proposé de les emmener jusqu'à Visé, qui était le dernier village, un très petit village habité, avant que ne commence le paysage montagneux sauvage. Le 26 janvier, ils sont enfin arrivés dans ce petit village, se sont reposés, et le 27 janvier, ils ont commencé leur traversée jusqu'au premier arrêt, le mont Otorten. Le 28 janvier, l'un des explorateurs nommé Yuri Yudin, âgé de 21 ans, a commencé à ressentir une sévère lombalgie. Il avait décidé de participer à cette exploration en sachant qu'il avait un très grand mal de dos qu'il traînait depuis une exploration précédente à cause de l'effort qu'il avait fait. Il pensait qu'il pourrait contrôler cette douleur en prenant des médicaments et autres, mais le premier jour de l'exploration, lorsqu'il a dû porter les sacs à dos, les tentes et autres équipements d'alpinisme, son dos lui a dit « Stop, je ne veux pas que nous fassions cette exploration, tu vas devoir revenir parce que sinon tu vas devenir invalide. » Il a donc décidé de retourner au village, de quitter ses compagnons, il leur a dit au revoir en riant, regrettant de ne pas pouvoir faire cette excursion avec eux, et est retourné au village pour louer une chambre et se reposer avant de retourner dans sa ville natale. Ainsi, ce groupe était composé de 9 personnes. Le 31 janvier, le groupe s'est préparé à explorer car ils étaient arrivés au bord d'une zone de haute terre. Selon les journaux de voyage qui ont été récupérés et quelques photos qu'ils ont réussi à restaurer d'un appareil photo trouvé jeté, ils ont pu voir qu'à ce stade, le groupe était joyeux, ils étaient heureux, ils étaient impatients de poursuivre l'aventure. Ils se sont approchés d'une vallée, ont pris des provisions, de la nourriture, de l'eau, ont préparé tout leur matériel, l'ont laissé prêt à commencer à grimper la montagne et se sont préparés pour cette deuxième partie de l'excursion. Le 1er février, une fois tout prêt, ils ont commencé à parcourir ce passage. Et c'est ici que tout commence à mal tourner. Apparemment, leur plan était de traverser ce passage et d'atteindre un camp situé exactement à l'opposé de la montagne la nuit suivante. Mais on suppose que le temps s'est aggravé, il y a eu beaucoup plus de neige, plus de vent, il y a même eu une tempête, la visibilité a été réduite à 15 mètres, ils ne voyaient que 15 mètres devant eux, ils ne voyaient rien d'autre. Le reste était un mur blanc formé par la neige qui volait au milieu de cette tempête. En fait, il y avait le danger qu'un précipice puisse apparaître devant eux, une rivière, n'importe quoi, un trou dans le sol, et ils allaient tomber tête la première à cet endroit, parce qu'ils ne voyaient absolument rien. Et ce qui s'est passé au milieu de cette tempête, c'est qu'ils se sont égarés, et ont commencé à marcher vers l'ouest. Suivant cette déviation dans leur plan, ils se sont retrouvés au sommet de la montagne Jolatsialj. Lorsqu'ils se sont rendus compte de ce qui se passait, ils ont décidé de s'arrêter, de camper, d'attendre que le temps s'améliore et ensuite de reprendre la traversée. C'est la dernière chose que l'on sait d'eux avec certitude. Et c'est précisément ici que commence le mystère. Dyatlov, le leader de ce groupe d'explorateurs, avait convenu avec son club sportif d'envoyer un télégramme. Quand il devait revenir au village de Visé, il allait envoyer un télégramme disant « Nous sommes de retour, tout s'est parfaitement passé, je vous raconterai plus tard, tout va bien ». C'était censé se produire le 12e février. Le problème est que le 12e février est arrivé et personne n'a rien reçu. Les explorateurs ne sont pas revenus au village, aucun télégramme n'a été envoyé. Au début, ni leurs amis ni leur famille ne se sont inquiétés, car il était normal qu'ils soient en retard. Il y avait toujours un accident, une déviation, une tempête
qui faisait que les explorateurs devaient rester quelques jours de plus en montagne et peut-être qu'ils étaient un peu en retard par rapport à la date qu'ils avaient fixée pour le retour, mais le problème était que les jours passaient et il n'y avait aucune nouvelle de personne. Le 18 février est arrivé et tant leurs amis que leurs familles ont dit « Stop, quelque chose s'est passé et ce n'est pas bon, nous allons demander de l'aide et nous allons les chercher. » Rappelez-vous qu'ils étaient pour la plupart des étudiants ou des diplômés de l'université des monts Oural. Alors la famille et les amis sont allés demander de l'aide à cette université. Le 20 février a commencé une battue dirigée par des étudiants volontaires et des professeurs de l'université qui se sont proposés d'aller chercher ces élèves. 3 jours se sont écoulés. Le 23 février est arrivé, ils n'avaient absolument rien trouvé, alors ils ont décidé de prévenir les autorités. C'est à ce moment-là que la police et l'armée se joignent à l'exploration. Les militaires ajoutent leurs équipes de ratissage, ajoutent des hélicoptères, des avions et commencent à effectuer une recherche aérienne. Grâce à cette recherche aérienne, ils trouvent des restes du campement et s'approchent à pied du lieu. Cela s'est passé le 26 février. Les enquêteurs ont trouvé le campement abandonné que les explorateurs avaient monté au sommet du mont Olatiag. La tente qu'ils avaient montée était complètement détruite. Elle semblait déchirée, avec certaines déchirures, certaines plus grandes, d'autres plus petites. Et les enquêteurs ont dit que c'étaient les mêmes explorateurs qui avaient fait ces déchirures en essayant de s'échapper de cette tente à cause de quelque chose qui les avait surpris. Ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir la fermeture principale, ou quelque chose s'est passé, peut-être que la fermeture principale s'est coincée et ils ont dû l'ouvrir en déchirant les côtés de la tente. Et si cela vous intrigue, attendez de savoir ce qui s'est passé lorsqu'ils ont commencé à chercher les explorateurs. Les enquêteurs ont également trouvé une trace de pas qui s'étendait de cette tente détruite à une forêt proche, mais le fait est qu'à 500 mètres de la tente, ces traces étaient perdues, recouvertes par la neige, recouvertes par la tempête. Cependant, les enquêteurs ont dit « Bon, c'est la direction qu'ils ont prise, allons les chercher dans cette forêt. » Ils ont donc décidé de s'approcher de cette forêt pour voir s'ils trouvaient quelque chose. Et sous un énorme et vieux pin feuillu, ils ont trouvé les restes un feu de camp. À côté de ce feu de camp se trouvaient les 2 premiers cadavres. C'était le cadavre de Yuri Krivosnichenko et de Yuri Doroshenko. Ils étaient tous les deux habillés uniquement en sous-vêtements, pieds nus, allongés sur le dos, et leur regard était fixe et perdu dans le ciel. Ils ont découvert qu'ils avaient essayé de grimper à ce pin, mais n'avaient pas pu parce que les branches s'étaient cassées et ils étaient tombés. En fait, ils avaient en soi plusieurs marques de ces tentatives sur les avant-bras et sur le visage, comme s'ils avaient essayé de s'accrocher à l'écorce avec toute leur force pour essayer d'atteindre le sommet, mais avaient échoué dans leur tentative. En fait, lorsqu'ils ont analysé le pin, ils ont trouvé des traces de sang et de peau collées à l'écorce. L'équipe a continué à enquêter et 3 autres cadavres sont apparus parmi des pins relativement proches. Sinaïda Komolgorova, Rustem Slobodin et Igor Dyatlov, le leader du groupe. Étrangement, ils n'étaient pas ensemble, mais étaient tombés assez loin l'un de l'autre. Sinaïda était à 300 mètres de ce pin, Rustem à 480 mètres et Dyatlov était à 630 mètres. Plusieurs théories existaient sur le cadavre de Dyatlov. Selon les photographies révélées de l'autopsie, on pense qu'il a été trouvé allongé sur le dos, regardant également fixement le ciel et avec les bras croisés sur la poitrine. Une autre version affirme qu'il a été trouvé avec une grosse branche de bouleau fermement agrippée dans ses mains, comme s'il l'avait utilisée pour se défendre. Comme je vous l'ai dit, Rustem Slobodin se trouvait à 480 mètres du pin. Il était allongé sur le ventre, avait des brûlures sur le visage et était engourdi sur le côté frontal. Le cadavre le plus proche de la zone de campement était celui de Zinaïda Komolgorova, dont le corps était allongé sur le côté et présentait des brûlures sur le visage et les mains, ainsi que des signes de congélation. Les morts de ce groupe étaient mieux habillés que les 2 premiers qu'ils avaient trouvés.
mais ils étaient néanmoins aussi pieds nus. Ce qui était étrange, c'est que quelque chose d'inhabituel se passait. Les 4 explorateurs manquants n'étaient nulle part à trouver. Ils les ont cherchés en vain pendant 2 mois. Ils ont finalement été retrouvés le 4 mai. Ils avaient été recouverts par 4 mètres de neige après être tombés dans le ruisseau d'un ravin qui se trouvait dans la forêt. Ils étaient près d'un refuge qui se trouvait à 75 mètres du vieux pin. Le cadavre de Lyudmila Dubinina était vraiment effrayant. Elle était morte à genoux, sa poitrine appuyée sur un rocher. Quand ils ont regardé son visage, ils ont découvert qu'elle avait les orbites vides et que sa langue avait été arrachée. Semyon Solotaryov a également été trouvé dans ce ravin et lui aussi lui manquaient les yeux. Les corps d'Alexander Kolevator et Nikolai Tibrox-Bricknol ont été retrouvés ensemble, dos à dos. Les 4 étaient mieux habillés que leurs camarades, et certains d'entre eux avaient même leurs bottes. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi en était-il arrivé là? Quelqu'un les avait-il attaqués? Eh bien, l'enquête a commencé pour résoudre ce mystère. Lorsque l'autopsie a été réalisée sur les 5 premiers corps trouvés, elle a révélé qu'aucun d'entre eux ne présentait de blessure mortelle. Ce qui a été trouvé, c'est une fissure de 6 cm dans le crâne de Rustem et un coup sur le côté de Sinaïda. Les 2 blessures avaient été causées par un objet contondant, c'est-à-dire un objet qui n'avait ni pointe ni tranchant, comme si c'était peut-être une matraque, un fer, quelque chose de ce genre. La première conclusion à laquelle les experts sont parvenus est que les 5 premiers cadavres qui avaient été trouvés le 26 février étaient morts d'hypothermie. Jusqu'à là, tout était plus ou moins correct et compréhensible. Mais quand ils ont fait l'autopsie sur les 4 cadavres restants, les choses ont changé. Les 4 présentaient des blessures mortelles sur leur corps. Le cadavre de Lyudmila, en plus de manquer les yeux et la langue, présentait des fractures aux côtes et aussi au cou. Il en était de même pour le corps de Semyon Solotaryov, et lui manquait même quelques dents. Les 2 autres avaient des traumatismes à la tête, celui de Nikolai étant le plus grave. Le plus étrange dans cette affaire est qu'ils ont trouvé des niveaux élevés de radioactivité dans les corps, et n'ont jamais pu donner une explication cohérente à ce détail. L'explication professionnelle pour ces corps a été le décès par polytraumatisme causé par des causes indéterminées. Il faut ajouter qu'après les funérailles, les proches des explorateurs ont raconté que la peau des cadavres, de tous les cadavres, a commencé à prendre une teinte brune, une teinte beaucoup plus sombre que celle qu'ils avaient. Le cas a été clos après l'enterrement et c'est ainsi qu'on est arrivé à l'un des verdicts les plus étranges que l'on se souvienne. L'enquête officielle conclut que tous les membres du groupe sont morts à cause d'une puissante force inconnue. Le passage Dyatlov a commencé à être ainsi nommé d'après le nom du leader du groupe et est resté fermé pendant les 3 années suivantes. Yuri Yudin, le seul survivant de l'exploration, celui qui avait mal au dos, a déclaré des années plus tard « Si je pouvais poser une seule question à Dieu, ce serait « Comment mes amis sont-ils morts ?» En 1967, l'écrivain et journaliste Yuri Yarovoy a publié le roman du plus haut niveau de complexité, dont l'intrigue est inspirée de cet accident. Yarovoy avait participé en tant que volontaire à la recherche du groupe et avait également participé à l'enquête et avait même été le photographe officiel de la campagne dans sa phase initiale, il avait donc une connaissance approfondie des faits. Le livre a été écrit à l'époque de l'Union soviétique, donc les détails de l'accident étaient encore secrets, et Yarovoy a dû éviter de révéler quelque chose de plus, disons, que la position officielle de ce qui s'est passé ce jour-là, pour éviter d'avoir des problèmes avec la loi. Le livre a une fin beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive, et le seul qui meurt est le leader de l'expédition, Dyatlov. Les collègues de Yarovoy affirmaient qu'il existait des versions alternatives de ce roman, mais qu'elles ont dû être rectifiées en raison de la censure du gouvernement soviétique. Depuis la mort de Yarovoy en 1980, tous ces documents, ces textes, ces photographies, ces recherches ont mystérieusement disparu. Lorsque l'Union soviétique est tombée en 1990,
Plusieurs détails de l'enquête ont été libérés et de nombreux journalistes ont pu se rapprocher pour lire le rapport officiel et trouver des données qui, au départ, avaient été censurées. L'un des premiers à commencer à enquêter fut Anatolicus Chin. Il a rapporté que la police lui avait donné une autorisation officielle pour étudier les archives originales et utiliser ce matériel dans son enquête. La première chose qu'il a remarqué est qu'une paire de pages avait été arrachée des archives, ainsi qu'une mystérieuse enveloppe qui apparaissait dans la liste des objets de l'enquête, mais il ne l'a jamais trouvée. En parallèle, certaines photocopies qui avaient été prises de ces archives ont commencé à circuler parmi des groupes de chercheurs. Sur la base de ces recherches, Gushing a écrit un livre intitulé « Le prix de l'État, 9 vies ». Certains journalistes ont critiqué ce livre parce qu'ils disent qu'il est assez biaisé et que tout ce qui y est écrit a été façonné pour soutenir sa théorie personnelle, la théorie de Gushing. Et c'est que les explorateurs étaient morts en étant victimes d'une arme secrète du gouvernement soviétique qui était testée juste sur cette montagne à ce moment-là. Mais en soi, le livre, cette publication a servi à ouvrir le débat au public, stimulant l'intérêt pour les phénomènes paranormaux. En fait, beaucoup de ceux qui étaient impliqués dans l'enquête et qui étaient restés silencieux pendant 30 ans ont commencé à donner des interviews et à parler aux médias, racontant leur propre version des faits. L'un de ces témoins était l'ancien policier Lev Ivanov, qui avait dirigé l'enquête officielle en 1959. En 1990, une interview a été publiée où il admettait que l'équipe d'enquête n'avait aucune explication cohérente sur ce qui s'était passé ce jour-là. Dans cette interview, il a également raconté qu'il avait reçu des ordres directs de la haute direction du gouvernement lui disant de cesser immédiatement l'enquête judiciaire et de garder secret le fait que plusieurs de ses officiers, lorsqu'ils fouillaient le terrain, avaient vu d'étranges sphères volantes rôdant autour de la montagne. Ivanov croit personnellement en une explication paranormale et soutient spécifiquement que la mort de ses explorateurs est liée à l'apparition d'un ovni. En l'an 2000, une société de production télévisuelle a filmé le documentaire intitulé The Atrop Pass et en parallèle, un roman du même nom a été publié, écrit par la journaliste et chercheuse Anna Matveva. Aux archives officielles, aux journaux des victimes. Il contient des entretiens avec des archives officielles, des journaux de victimes, il contient des entretiens avec des cinéastes. Et toute l'affaire est racontée par un des cinéastes. Et toute l'affaire est racontée par un personnage de fiction, qui est précisément une enquêtrice qui rassemble des données et les compile dans ce livre. Actuellement, la fondation Dyatlov a été créée à Ekaterinbourg, avec l'aide de l'Université d'État des montagnes de l'Oural, ceux qui avaient participé à la recherche. Et elle est dirigée par Yuri Kutsevich. L'objectif de cette fondation, depuis sa création, a été de convaincre les autorités, le gouvernement russe, de rouvrir l'enquête pour trouver une nouvelle explication, quelque chose de plus cohérent que l'explication donnée d'une force surnaturelle, une force puissante qui a attaqué les explorateurs. Et de plus, l'autre objectif est de garder ouvert le musée Dyatlov pour préserver la mémoire des explorateurs morts lors de cette traversée. Le musée expose divers documents des alpinistes, tels que leurs journaux de voyage, des photos, les vêtements qu'ils portaient ce jour-là, et d'autres objets. Depuis l'année 2017, un groupe d'enthousiastes chercheurs sur Internet de ce cas ont ouvert un site web appelé The Outlook Pass, où ils échangent lorsqu'ils trouvent des informations, discutent de leurs propres théories dans des forums, et l'objectif est évidemment aussi d'essayer de résoudre ce cas. L'accès aux rapports d'autopsie et aux photographies qu'ils ont eux-mêmes prises, même la nuit précédant leur disparition, est librement accessible au public, donc n'importe qui peut les voir, peut lire le rapport d'autopsie et peut faire sa propre enquête. Maintenant, quelles sont les théories qui ont toujours été évoquées à propos de cet étrange accident? La première est qu'ils ont été victimes d'une avalanche. Il a toujours été suggéré qu'une avalanche était la cause de la mort des explorateurs. Pour soutenir cette hypothèse, il se base sur les données météorologiques de ce jour-là qui indiquent que la température a chuté soudainement dans cette zone de moins 11 degrés à 25 degrés en dessous de zéro. Cependant, certains chercheurs soulignent qu'il n'y a aucune preuve sur le terrain indiquant qu'il y a eu une avalanche et qu'ils sont restés coincés sous cette montagne de neige.
La deuxième théorie est plus étrange, elle parle d'un infrason. L'écrivain Donny Aker a publié un livre intitulé Dade Mountain en 2013. Selon ce qui est écrit dans ce livre, un phénomène étrange, un phénomène physique, appelé rue de vortex de von Karman, peut se produire au col de Dyatlov. Il est difficile d'expliquer ce phénomène dans cette vidéo, je devrais lui consacrer une vidéo à part, donc vous devez simplement comprendre que c'est un phénomène physique produit par le rebond du son et d'autres questions. La théorie postule qu'un son inaudible pour l'oreille humaine aurait pu être produit, mais capable de provoquer des crises de panique parmi les explorateurs. Aker suggère que cette crise de panique aurait pu provoquer la fuite. Des aventuriers montagne en bas, hors de leur tente, au milieu de la nuit, dans la neige et à la raison et comprendraient qu'ils ont été victimes de la paranoïa. Mais étant déjà loin du camp et sans vêtements, le froid les a attaqués, ils ont souffert d'hypothermie et sont morts sur place. La troisième théorie parle de tests militaires secrets effectués dans la montagne. Cette théorie postule que le gouvernement soviétique testait peut-être des armes militaires qu'il préparait pour la guerre froide et les testait près des montagnes de l'Oural, précisément dans la zone où il campait. Cette théorie peut inclure le lancement de fusées secrètes, un test d'armes utilisant des radiations ou l'utilisation de mines larguées par parachute. La quatrième théorie est psychologique et parle de quelque chose appelé le paradoxe du déshabillage. En raison de certaines études réalisées sur des cas d'hypothermie, la peur peut conduire à un biais cognitif, de sorte que la personne affectée peut se déshabiller soudainement, parce qu'elle ressent une vague de chaleur extrême. Ce trouble a été baptisé le paradoxe du déshabillage. Selon une étude publiée dans la revue International Science Times, les membres de cette expédition auraient pu être victimes de ce trouble. La cinquième théorie est très populaire sur Discovery Channel et parle de l'attaque d'un Yeti russe. En l'année 2014, la chaîne Discovery a publié un documentaire intitulé Russian Yeti, dans lequel il est suggéré que les explorateurs qui ont traversé le col Dyatlov auraient pu être attaqués par cette créature mythologique. Malgré tout, le documentaire se termine en disant qu'il n'y a aucune preuve physique pour soutenir cette hypothèse. La sixième théorie parle d'extraterrestres. Un autre groupe de randonneurs qui escaladaient également ces montagnes, dans une zone relativement proche de celle où se trouvait le groupe de Dyatlov, a déclaré avoir vu ce jour-là des orbes oranges flottant dans les environs. Cela a permis de spéculer sur l'existence d'êtres d'autres mondes, mais sans plus de preuves que ce témoignage, et aussi avec l'hypothèse postulée par l'ancien policier Lev Ivanov. En l'année 2011, où il parlait de lieux maudits, il théorisait sur l'accident du col Dyatlov, indiquant que peut-être les extraterrestres, en l'année 2010 aux États-Unis, faisant partie de la troisième saison de ce programme et s'appelait Zones du Mal. Mais, tout comme le documentaire sur le Yeti présenté sur Discovery, il concluait également qu'il n'y a aucune preuve physique pour soutenir cette hypothèse. La théorie numéro 7 parle des opérations secrètes du Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. L'auteur Alexei Rakitin, dans son livre Diablopaz, assure qu'Alexander Solotaryov, Alexander Kolebatov, Yuri Krivosnichenko auraient pu être employés par le Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, mais qu'en réalité, ils étaient des doubles agents et avaient pour mission de transporter des échantillons radioactifs et des photographies à des agents de la Central Intelligence Agency américaine. Il semble que quelque chose aurait pu très mal se passer avec ces échantillons qu'ils avaient, avec cette trahison du Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Le Comité Gosudarstvenoi Bezopasnosti a tué tout le groupe pour que personne ne parle de ce qui s'est passé. Ils affirment plus de confusion et plus de soutien à cette théorie certaines déclarations de personnes qui ont participé à la recherche et qui disent que plus de 9 corps ont été récupérés, un fait ignoré par la plupart des enquêteurs de ce cas. Une autre théorie postule qu'ils ont été assassinés par une tribu Mansi voisine. C'était l'une des premières théories qui ont émergé lors de l'enquête sur l'affaire. On a dit que la mort des randonneurs a été provoquée par l'attaque des natifs de la tribu Mansi.
Mais la vérité est que les autopsies effectuées sur les corps ont montré qu'il n'y avait pas de blessures causées par des flèches ou une agression massive de la part des natifs de cette tribu. Donc cette théorie est assez étrange et n'est pas très acceptée. De plus, aucune trace d'autres personnes n'a été trouvée sur les lieux, ni aucune preuve de combat corps à corps. Une autre théorie soutient qu'ils ont été confondus avec des prisonniers qui s'échappaient d'un goulag proche. Un goulag est quelque chose comme un camp d'extermination, un camp de concentration pendant l'Union soviétique. Cette théorie a été soutenue par Yuri Yudin, le seul survivant de l'expédition qui assure que ses amis ont été tués par des militaires de l'Union soviétique pour quelque chose qui s'est passé là-haut dans la montagne. Dans une interview donnée en 2012, il a assuré qu'il se souvient parfaitement comment les militaires se sont approchés et lui ont demandé d'identifier soigneusement tous les éléments trouvés sur la scène. Judy raconte également qu'ils ont trouvé des vêtements militaires, ce qui lui a fait soupçonner que quelqu'un d'autre avait été à cet endroit, Elle a également dit se souvenir que les militaires semblaient plus intéressés à savoir pourquoi les explorateurs étaient précisément à cet endroit qu'à essayer de révéler la raison de leur décès. D'autres théories parlent de la consommation de champignons hallucinogènes, qu'ils ont été affectés par un orage électrique, qu'ils ont été victimes d'une expérience de téléportation, qu'ils ont été intoxiqués par la fumée d'un petit four qu'ils avaient allumé à l'intérieur de l'une des tentes et qu'ils ont été affectés par une soudaine fluctuation gravitationnelle dans la zone. Maintenant, quelle est l'explication officielle à tout cela? La vérité est que Yuri Yudin est décédé en 2013 à l'âge de 70 ans. 6 ans après sa mort, en février 2019, la police russe a finalement rouvert l'affaire. Il a été promis de mettre fin à toutes les théories étranges sur les morts des randonneurs. Et selon Alexander Kuronov, un porte-parole du procureur russe, toutes les morts sont d'une manière ou d'une autre liées à des phénomènes naturels. Les proches, les médias et le public demandent toujours au procureur de révéler la vérité, de ne pas cacher leurs soupçons que quelque chose était caché. La vérité est qu'aujourd'hui, en l'an 2020, un peu plus d'un an après la réouverture de l'affaire, ils ont fait une déclaration à la télévision disant qu'ils avaient la résolution des faits. La vidéo diffusée à la télévision était celle-ci. Passons à une autre nouvelle. Après plus de 60 ans et plus de 70 versions de la tragédie au passage d'Adlob, le parquet général russe a rendu public les résultats de l'enquête. Les décès ont été causés par l'avalanche et le gel. Il s'agit du décès de 9 personnes en 1959 dans la province de Sverdlovsk, dans le district des Urals. L'événement a jusqu'à présent généré de nombreux débats et hypothèses. Maria Starostina nous en dit plus en direct. Bonjour Maria, comment vas-tu? Quels détails de l'enquête ont été révélés lors de la conférence de presse sur cette tragédie à Adlof Pass? Le rapport du parquet a considérablement éclairci les événements à Adlof Pass. Bien que la tragédie ait eu lieu il y a plus de 60 ans, les enquêteurs ont réussi à reconstituer les circonstances de la mort des touristes. De nombreuses versions ont été exclues, allant d'une bagarre entre les jeunes à une invasion extraterrestre. Lors d'une conférence de presse organisée par le journal Komsomolskaya Pravda, Andriy Kourikov, sous-directeur du bureau du procureur général dans le district fédéral de l'Oural, a déclaré qu'une avalanche avait commencé. Les jeunes ont quitté leur tente de campagne, la déchirant de l'intérieur pour sortir le plus rapidement possible. Ils se sont ensuite éloignés d'une 50aine de mètres et c'est une autre raison pour laquelle ils n'ont pas pu survivre, car selon les experts en météorologie, la visibilité ce jour-là n'était que de 16 mètres, ce qui les a empêchés de retrouver leur base. En raison des températures extrêmement basses, d'environ moins 40 degrés Celsius, la mort par congélation était inévitable. Au parquet, ils ont souligné que leur résistance a été une lutte et
par les blessures corporelles typiques des groupes de... Et très important, par les blessures corporelles typiques des groupes de touristes et d'alpinistes qui tombent dans une avalanche. Les études, analyses et généralisations de ces indices ont été réalisées dans les années 70 et 80, c'est-à-dire qu'en 1959, ces études n'ont pas été réalisées. En 1959, ces études n'ont pas été réalisées. Données. Ces études existent maintenant. À l'époque soviétique, la version officielle était que les touristes ont péri à cause d'une force majeure à laquelle ils n'ont pas pu résister. Non, à des années a surgi une grande quantité de versions. Rappelons qu'il y a des années, un grand nombre de versions est apparu. Rappelons qu'en 1959, un groupe de jeunes soviétiques a organisé une expédition dans les montagnes de l'Oural et n'est jamais revenu. Leurs corps ont été retrouvés avec de nombreux traumatismes, très éloignés les uns des autres, tout comme de leurs tentes de camping. Il semble que l'explication officielle reste celle de l'avalanche. On dit que le groupe a subi une chute soudaine de neige sur leur campement, ce qui a provoqué leur décès. C'est une théorie assez étrange qui n'explique toujours pas pourquoi les niveaux de radiation et d'autres particularités. Mais pour l'instant, c'est ce que l'on sait de l'exploration du col de Dyatlov, l'un des mystères les plus populaires, les plus connus au monde, les mystères paranormaux du XXe siècle. Alors maintenant, je veux que vous me disiez votre théorie. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé au col d'Atrop? Qu'est-ce qui a tué les explorateurs? Écrivez votre théorie ici en dessous. Je vais lire tout ce que vous mettez. De plus, souhaitez-vous voir un cas spécifique sur cette chaîne? Veuillez laisser votre suggestion ici en dessous, je vais tout lire. N'oubliez pas de laisser votre like et d'activer les notifications en cliquant 2 fois sur la petite cloche ci-dessous. Et parfois sur la petite cloche qui se trouve ici en dessous. Parmi la soixantaine de cas traités sur cette chaîne, vous pouvez faire un marathon grâce à la liste de lecture disponible dans la description de cette vidéo. En participant à un marathon, n'oubliez pas de me mentionner sur Twitter ou Instagram. Je partagerai vos posts. Si vous regardez la vidéo, mentionnez-moi ou Magnus Mephisto sur les réseaux sociaux. Mentionnez Magnus Mephisto sur les réseaux sociaux en partageant la vidéo. Postez sur vos réseaux sociaux. Pour nous rejoindre, cliquez sur « Joindre » ci-dessous. Vous aurez accès aux vidéos sans censure ni publicité 24 heures avant leur sortie officielle. C'est tout pour le moment. Mon nom est Magnus Mephisto. Nous nous verrons sûrement dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo.